How dare you? Make our planet great again. Nous vivons une ère de catastrophe écologique, l'ère du changement climatique, l'ère de l'effondrement de la biodiversité, et il est temps de tout changer, de planifier, certains disent de bifurquer, d'autres de tout révolutionner, pour permettre aux vivants de perdurer et de mettre fin aux pressions sur les écosystèmes. Tout cela nécessite des actions, des politiques publiques, mais en amont des débats, des réflexions, des discussions scientifiques, politiques, idéologiques, des confrontations de projets, d'idées et de constats. C'est ce à quoi ont tenté de s'atteler des chercheurs, des journalistes, des activistes à travers un livre « Écologie, le vivant et le social », un livre riche, très complet avec 70 contributions coordonnées par Philippe Boursier et Clémence Guimont, nos invités du jour. Bonjour, vous allez bien ? Très bien. Alors Clémence Guimont, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste des politiques environnementales. Merci d'être là. Merci à vous. Philippe Boursier, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales. Vous êtes également ancien porte-parole national des Verts. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation du média. Merci à vous. Alors, votre ouvrage s'intitule « Écologie, le vivant et le social ». Il prône un socialisme du vivant. Vous dites qu'un autre futur écologique doit prendre forme en s'articulant avec les questions sociales et écologiques, fondées sur de nouvelles protections socio-écologiques, pour vous citer. En ce sens, peut-être que la période actuelle qu'on est en train de vivre, elle peut aussi vous inspirer alors qu'on réalise cette interview en plein mouvement social contre la réforme des retraites. Et dans ce mouvement social, l'écologie n'est pas totalement absente. Il y avait par exemple un cortège climat lors de la manifestation du 19 janvier à Paris. Je pense que c'est très lié à la discussion qui va suivre. Alors, avant de parler spécifiquement du livre, de ce que vous écrivez dans ce livre, j'aimerais avoir votre avis un petit peu sur les débats qui peuvent traverser aussi ce mouvement social. On entend les activistes du climat nous dire que la réduction du temps de travail, c'est un enjeu écologique. Et vous écrivez également dans votre livre qu'il faut lier les protections sociales et les protections du vivant. Oui, c'est en effet un axe important du livre, cette articulation. Et donc, dans le cas des retraites, effectivement, par répartition, c'est une forme de conquête écologique et qu'il faut défendre. Et en l'occurrence, ici, la meilleure retraite, c'est l'attaque. Il faut se mobiliser. Alors, pourquoi c'est une conquête écologique ? Parce que, effectivement, ça s'inscrit dans une réduction du temps de travail tout au long de la vie. Et donc, la contre-réforme en cours, la nouvelle contre-réforme, c'est pas la première, finalement, vise à allonger le temps de travail et donc s'inscrit dans une logique complètement productiviste. Il y a une deuxième raison aussi à ça, c'est que cette contre-réforme, elle s'inscrit aussi dans le développement de logiques financières. Et on sait que ces logiques financières, puisqu'il s'agit de substituer un système par capitalisation, en tout cas le favoriser pour le substituer au système par répartition, ces logiques financières sont aussi très lourdement responsables aujourd'hui des désastres écologiques. Sur un troisième plan aussi, on pourrait dire que la retraite par répartition, en tant que protection, c'est aussi une conquête écologique parce que n'oublions pas que les personnes qui sont retraitées, finalement, produisent énormément de richesses, mais ce n'est pas des richesses comptabilisées dans le PIB. Et parmi ces richesses, il y a y compris des choses qui sont favorables à la protection des vivants. Les gens qui sont à la retraite, souvent aussi animent toute une série d'associations environnementales, par exemple. Puis il y aurait peut-être aussi une quatrième idée qui nous tient à cœur, c'est que pour développer une écologie inclusive, et précisément, comme vous l'indiquiez, une écologie qui soit pleinement attentive aux vivants, il faut que les personnes ressentent, si vous voulez, elles-mêmes une forme de sécurité psychique qui dépend aussi de tout un ensemble de sécurité sociale, matérielle, etc. Et donc, là encore, défaire cette protection de la retraite, c'est aussi sans doute empêcher beaucoup de gens d'avoir cette attention plus importante qui est nécessaire aujourd'hui à l'ensemble du vivant. Vous venez de dire que les logiques financières poussées au saccage écologique, c'est notamment parce que avec ces réformes sur les retraites, on pousse également les Français à épargner pour leur retraite et donc à se tourner vers des caisses privées, des caisses justement qui financent notamment beaucoup de projets vis-à-vis des énergies fossiles. Ah mais tout à fait. Là, ce qui est en cause, en fait, en creux, on voit bien qu'il y a le lobbying aussi du secteur de l'assurance derrière ces réformes. Et donc, casser le système par répartition, c'est évidemment aussi favoriser le développement des fonds de pension qui, on le sait très bien, sont aujourd'hui des actionnaires très importants, notamment sur la place de Paris, sur du CAC 40, et ce sont des fonds de pension
qui font pression sur les entreprises pour dégager un maximum de rentabilité financière et par là même qui accroissent aussi à la fois l'intensification du travail, mais aussi l'exploitation de la nature et la destruction des écosystèmes. Il y a quand même une dernière problématique aussi sur cette réforme des retraites qui peut vous intéresser, c'est peut-être également le fait que les premiers concernés par la réduction de l'espérance de vie sont aussi les populations les plus vulnérables, les classes populaires. Et ça, justement, ces catégories-là, ces populations-là, elles ont une place importante dans votre livre. Oui, absolument. Mais du fait aussi que les problèmes écologiques, malheureusement, touchent les populations les plus vulnérables. Et que, ce que nous disions, les responsabilités sont inégalement partagées. Ce sont les plus dominants sur le plan économique et sur le plan politique qui provoquent des inégalités et les populations les plus vulnérables qui les subissent de plein fouet. Et en effet, les populations les plus vulnérables, les populations aussi les plus exposées à des problèmes environnementaux, tout ce qui est lié à la santé environnementale notamment, entre autres. Aux pollutions industrielles notamment, par exemple. Vous avez le cas de Lubrizol que vous détaillez notamment dans le livre. En fait, finalement, si je résume bien, c'est le titre de votre livre, c'est-à-dire lier le vivant et le social. Oui. Oui, complètement. Peut-être que du reste, on peut préciser. C'est vrai que c'est sans doute l'une des grandes innovations ou novations de ce livre, c'est d'articuler le vivant et le social sur 4 plans, à la fois sur le plan des thématiques qui sont abordées, puisqu'on parle d'écoféminisme, de racisme environnemental, plein de choses qui sont habituellement dissociées. Ensuite, c'est sur le plan du dialogue entre les sciences sociales et les sciences du vivant. Et puis ensuite, c'est sur la question aussi d'une remise en question du coup des dominations, mais de manière élargie, c'est qu'on prend en compte ici pas simplement l'ensemble des dominations sociales, mais aussi les dominations sociales, les dominations humaines sur le vivant. Et donc on essaie d'articuler toutes ces dominations. Et puis sur un 4e plan, ce livre aussi essaie d'esquisser toute une série de perspectives pour s'en sortir. Et parmi les perspectives, il y a bien l'idée de porter des politiques publiques, de porter aussi des coalitions précisément qui permettent de fédérer le social et le vivant. L'objectif, on a un peu tendance dans le débat public parfois à compartimenter, voire à opposer de façon un peu artificielle, à mon sens, les porte-voix qui souhaitent donner des droits aux vivants non humains, et puis toutes les questions des inégalités environnementales. Et voilà, d'après nous, il n'y a pas forcément lieu de les opposer, mais au contraire de les faire dialoguer et d'en montrer la complémentarité. C'est-à-dire qu'il faut croiser en fait tous ces regards. Peut-être qu'en fait tous ces regards qui sont abordés de façon très différente finalement convergent toutes vers un même point, parce qu'on parle d'écologie. Mais finalement, on ne parle pas que d'écologie, on parle là aussi de lutte, lutte sociale, de lutte contre le capitalisme, de colonialisme, de patriarcat, des luttes qui, au premier abord, se rencontrent pas forcément, mais vous les faites rencontrer parce que vous dites finalement elles vont toutes dans la même direction. Oui, on doit aller vers l'émancipation individuelle et l'émancipation collective. Et ça passe par une plus grande solidarité, que ce soit envers les autres groupes sociaux, envers l'ensemble de la population, mais également envers les écosystèmes et tout le vivant non humain, les différents animaux, etc. Notamment parce qu'il y a des responsabilités et des vulnérabilités inégales dans cette situation. Voilà, absolument. On écrit ça à un moment donné, que des responsabilités inégales fabriquent des vulnérabilités inégales. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, une seule grande question écologique qui ne soit pas directement enchevêtrée avec des rapports de domination. Et je pense d'ailleurs que toutes les personnes qui aujourd'hui parlent d'écologie, mais sans faire le lien avec la critique des différentes formes d'exploitation, de domination, ça relève pour moi d'une forme de charlatanisme technocratique, si vous voulez, de penser qu'on peut s'en sortir sans remettre en cause les rapports de domination. Si je prends un exemple, il pourrait y en avoir 1000 en fait, sur la question climatique, c'est bien des rapports de domination qui sont engagés, puisque qui est responsable de la dérive du climat? Il y a d'abord une responsabilité historique des pays les plus riches, si vous voulez, qui ont une dette écologique vis-à-vis des autres. Vous avez aussi une responsabilité particulière des grandes firmes aujourd'hui, des industries fossiles. Il y a aussi une responsabilité des milieux ou des groupes sociaux les plus favorisés, à la fois parce que par leur mode de vie, de consommation, ils contribuent beaucoup plus à l'empreinte climatique, mais aussi parce que par le patrimoine qu'ils détiennent, en fait, ils sont très directement responsables des pollutions en cours, si vous voulez. Donc, on pourrait développer l'analyse sur l'ensemble des problèmes écologiques aujourd'hui, mais chaque fois, effectivement, c'est toujours enchevêtré avec des rapports de domination. Ce qui veut dire aussi que pour résoudre ces grandes crises écologiques, il faudra assumer une forme de conflictualité avec des intérêts dominants, très divers d'ailleurs.
D'ailleurs, il y a un des contributeurs de l'ouvrage, le journaliste Michael Correa, qui parle, lui, de criminels climatiques. Oui, tout à fait. À propos des grandes entreprises du fossile, enfin du pétrole. Là où je te rejoins complètement, Philippe, et une des idées fortes de cet ouvrage, c'est vraiment de repolitiser la question écologique et ne pas en faire une question uniquement technique, technocratique, ou qui n'appartiendra qu'à quelques-uns, mais vraiment que chacun, chacune puisse s'en emparer et définir un horizon souhaitable. Avec ce que j'entends de ce que vous dites, il y a quand même un aspect très important qui ressort, c'est que vous parlez beaucoup de systèmes de domination. Une lecture qui domine, notamment, c'est une lecture de classe par certains aspects, notamment quand vous parlez des aspects structurants. En fait, finalement, la question de la responsabilité, on le dit à l'instant avec la question notamment des criminels climatiques, etc., elle pose l'enjeu notamment en termes sociaux et en termes de classe. Oui, en termes de classe, bien sûr, hein, on l'a évoqué tout à l'heure à propos du système de retraite, mais pas uniquement en termes de classe. C'est-à-dire que les problèmes environnementaux, d'après nous, doivent se lire d'après une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des rapports de classe, mais aussi des rapports de race et des rapports de genre. C'est-à-dire on imbrique l'écologie avec la question de la race, de la classe, du genre, et tout ça, finalement, forme quelque chose de cohérent. Oui, absolument, tout à fait, parce que les problèmes écologiques ne se situent pas uniquement d'un point de vue strictement économique, mais également d'un point de vue spatial et également d'un point de vue donc spatial. J'entends par exemple dans les villes, certains quartiers les plus défavorisés vont être plus affectés par les usines polluantes. Hein. C'est comme ça qu'est né le mouvement de la justice environnementale aux États-Unis dans les années 1980. C'est cette perspective aussi qui anime cet ouvrage, c'est bien de rappeler que les enjeux de justice environnementaux se lisent aussi dans le cadre de rapports intersectionnels. Et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Est-ce qu'on peut comprendre du coup l'écologie sans intersectionnalité? Qu'est-ce qui se passe si on décide de mettre en place un projet sans le prendre en compte concrètement, on aurait tout faux ou... Je pense qu'on passerait à côté de la réalité vécue par plein de gens, si vous voulez, parce que on est dans des sociétés qui sont aussi très différenciées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois aujourd'hui des très très grandes crises écologiques qui ont un niveau macro, si on veut, un niveau mondial, et en même temps la manière de les vivre ou de les subir varie énormément selon le groupe social auquel vous appartenez. Donc il importe aujourd'hui de préciser et d'expliciter bien les choses, en fait, et de voir qui est concerné par quoi, si on veut. Si on prend un exemple peut-être plus concret, le livre parle de la question du racisme environnemental que Clémence évoquait à l'instant. Il y a un auteur du livre, William Hacker, qui a fait une enquête vraiment très très passionnante en France. Il a regardez ce qu'on appelle les aires d'accueil, très mal nommées d'ailleurs, qui sont réservées aux gens dits du voyage. On va les appeler les voyageurs. Et donc, il a fait l'étude partout en France. Il a examiné quels étaient les endroits où ces personnes étaient donc accueillies, entre guillemets. Et il s'est rendu compte, en fait, que systématiquement, ces endroits étaient des endroits vraiment très, très dégradés du point de vue environnemental, extrêmement pollués. Et donc, c'est bien un exemple très, très clair, très, très précis d'une forme de racisme environnemental. C'est-à-dire que des personnes qui sont ethnicisées, qui sont assignées, si on veut, à une identité, voilà, eh bien, subissent une discrimination particulière. Et ici, une discrimination sur le plan écologique. On mentionnait tout à l'heure, par exemple, le Brizol, justement, en disant qu'on avait des populations plus vulnérables que d'autres et plus exposées aux pollutions. Mais là, concrètement, on a eu un cas avec le Brizol où il y avait justement une aire de gens du voyage à côté de l'usine qui ont été les derniers prévenus, finalement, au moment de la catastrophe. Oui, mais justement par rapport à ça, parce que finalement dans le livre sur cette question de l'intersectionnalité, vous parlez d'écoféminisme, vous parlez d'écologie décoloniale, vous parlez aussi d'écologie populaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement parce que je veux dire, c'est pas forcément les termes, en tout cas les plus courants quand on parle d'écologie de façon générale, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Concrètement, ça veut dire donner des outils, des façons de penser pour permettre à chacun et chacune de prendre conscience de ces rapports de domination et du fait que, parce que en raison de son genre, en raison de sa race, en raison de sa classe, on vit de façon plus forte, de façon violente, les problèmes écologiques. Et c'est donc, en fait, une façon d'avoir une certaine réflexivité et de pouvoir prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre et de rebasculer les rapports de domination.
Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait dit comme ça, mais prendre conscience que le patriarcat domine à la fois la nature et domine les femmes, c'est une façon pour les femmes de reprendre le pouvoir et de se rendre compte que toutes les qualités qui sont liées à leur socialisation, et notamment tout ce qui est lié au prendre soin d'eux, qui a souvent été dévalorisé dans le débat, dans les politiques, dans le discours, peut être en fait un point très très fort pour résoudre la crise écologique, notamment du fait prendre soin des autres et prendre soin de son environnement, de la nature, des écosystèmes. C'est-à-dire que, en fait, étudier les saccages écologiques, les comprendre, c'est aussi du coup forcément étudier le capitalisme et le patriarcat. Ça passe forcément par cette étape. D'ailleurs, vous, dans le livre, des auteurs qui disent qu'ils préfèrent utiliser le terme de capitalocène plutôt que d'anthropocène, c'est justement dans cette perspective-là. Alors, il y a beaucoup de récits qui existent en fait, des catastrophes auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés. Alors effectivement, beaucoup d'auteurs pointent la responsabilité d'un système particulier, historique, qui est le capitalisme. Mais le capitalisme, qui du reste avait aussi une dimension, dès sa naissance finalement, une dimension coloniale. Parce que vous avez évoqué la question aussi de l'écologie décoloniale du coup. Effectivement, le capitalisme s'est développé aussi à partir de l'exploitation des personnes colonisées et puis des milieux qui les enveloppaient et d'un pillage des ressources. Et aujourd'hui, par exemple, le développement du système des plantations est vraiment une caractéristique du productivisme colonial, si on veut, où il y avait à la fois une très forte exploitation des peuples autochtones, mais aussi une destruction de la biodiversité. Et aujourd'hui, il y a encore plus que des traces de cette histoire-là. Elle est encore, malheureusement, en partie vivante. Quand on voit ce qui s'est passé dans les Antilles récemment, vous connaissez l'affaire du chlordécone, donc une population quasiment entièrement empoisonnée, et avec des pathologies, des cancers qui se sont multipliés. Et tout ça est très, très lié aussi à l'histoire coloniale. Et malheureusement, l'État français, qui est quand même très impliqué aussi dans cette catastrophe sanitaire, il y a un non-lieu qui vient de lui être accordé, ce qui est évidemment très, très contestable. Ce sont les plantations, mais ce sont aussi peut-être les sujets liés à l'extractivisme qui est un enjeu central également quand on parle d'écologie décoloniale. Oui, absolument, parce que évidemment, les grandes dévastations écologiques qui aujourd'hui se multiplient, interagissent entre elles, s'accélèrent également. On a évoqué la question de la biodiversité, on a évoqué aussi la question du climat, mais il y a aussi le problème aujourd'hui de l'épuisement de toute une série de ressources. Et donc l'extractivisme dont vous parlez, effectivement, la prise de possession des matières dans les sols et dans les sous-sols fait partie des grands problèmes. Et on n'a pas pour l'instant évoqué la question des perspectives pour s'en sortir, mais parmi toutes les issues plus favorables qui sont esquissées par le livre, il y a aussi une mise en cause effectivement de l'extractivisme, et donc ça pose aussi sans doute la nécessité d'un modèle aussi aujourd'hui économique, un modèle de production et de consommation du coup, qui économise les ressources, d'une économie beaucoup plus économe. Je voudrais juste revenir sur l'idée de capitalocène que vous avez évoquée, le fait qu'effectivement, dans l'ouvrage, le terme est porté par des contributeurs et des contributrices. Et voilà, en fait, je voudrais aussi insister sur l'idée qu'une des idées de l'ouvrage, une des ambitions, c'est pas qu'un terme ait plus d'importance que l'autre, mais bien de comprendre que les crises écologiques se comprennent à travers le récit de l'anthropocène, du capitalocène, de l'androcène et aussi du plantationnocène. Vraiment essayer de voir qu'il n'y a pas un processus qui serait monocausal, mais bien essayer de voir dans toutes leurs dimensions en fait les crises écologiques et les catastrophes. Mais ça signifie aussi que si on veut pouvoir écrire un projet, en tout cas le penser, on est obligé d'abord de passer par une remise en cause de ces systèmes, notamment du capitalisme. Ah oui, absolument, tout à fait. Ah oui, c'est évident que les systèmes capitalistes, ils sont assez pluriels, les systèmes capitalistes sont un des principaux problèmes, tout à fait, absolument, si ce n'est le principal. Mais les capitalismes sont liés à des logiques de domination qui sont liées à la colonisation, au patriarcat notamment. Je reviens un petit peu sur ces mouvements d'écoféminisme, d'écologie décoloniale, des mouvements sociaux qui parlent aussi d'écologie, etc. Est-ce que c'est facile de les faire se rencontrer ? Parce que l'objectif, j'imagine, c'est de faire rencontrer des mouvements aussi qui avancent, pas forcément ensemble, mais
En parallèle, là, l'idée, c'était également, je pense, peut-être de les faire dialoguer toutes ces réflexions, croiser les débats. Oui, absolument. Vous l'avez dit, hein, il y a 70 auteurs et autrices dans cet ouvrage. Là, ils viennent de disciplines différentes. Hein. Vous avez beaucoup de scientifiques, alors des deux rives, si je puis dire, des scientifiques des sciences de la Terre et du vivant, des scientifiques plutôt des sciences sociales. Vous avez aussi des philosophes, vous avez aussi des journalistes, et puis il y a y compris dans cet ouvrage une dimension presque intergénérationnelle. Bon, on le voit un petit peu aujourd'hui sur le plateau. Mais ce qu'il y a de commun parmi toutes ces personnes, c'est effectivement d'être inscrites, en tout cas d'être très très sensibles à toutes les dimensions des écologies contemporaines. Et à travers cet ouvrage, il s'agissait évidemment de produire quelque chose qui permette de partager des connaissances. Parce qu'aujourd'hui, ce livre, évidemment, c'est un livre d'intervention. C'est un livre qui est fait pour comprendre, puis un livre qui est fait pour agir. Un livre fait aussi pour composer des mondes nouveaux. Mais il s'agissait aussi d'esquisser sans doute des formes de coalition nouvelles. Parce que dans les quelques lueurs d'espoir qu'on pourrait avoir dans cette période qui est très très de métamorphose, qui est vraiment très très particulière, il y a sans doute l'idée que les catastrophes et les dévastations en cours permettent sans doute de penser des coalitions inédites, des grands rassemblements en fait, et peut-être aussi un nouvel horizon émancipateur. D'où l'intérêt effectivement, comme vous le soulignez, de mettre en dialogue aujourd'hui plein de chercheurs, d'activistes aussi, ou de journalistes qui ont des préoccupations communes. Oui, en fait, chaque personne a une pierre à apporter à l'édifice. Si on peut estimer que l'édifice, c'est le changement que l'on va construire ensemble, et que ce soit par sa discipline, les jumelles par lesquelles on regarde le monde, ou par... que ce soit par les mots qu'on va proposer ou par l'action qu'on va mener. Tout ça, c'est très complémentaire, bien sûr. Et c'est totalement nécessaire de mettre en dialogue toutes ces personnes. C'est ce qu'on a essayé de faire dans l'ouvrage. Pour une nouvelle culture scientifique Une nouvelle culture scientifique et politique. C'est-à-dire qu'il y avait, disons, une tradition dans le débat public en France, c'est que depuis l'affaire Dreyfus, le débat public était plutôt occupé par ce qu'on appelle des intellectuels, mais qui étaient plutôt des littéraires, des philosophes ou des gens formés aux sciences sociales. Et depuis quelques années, désormais, ce sont beaucoup de savants issus des sciences de la Terre, des sciences du vivant, qui prennent la parole. Ils prennent la parole pour pointer les urgences aujourd'hui. Ils prennent la parole à la fois au nom des compétences qu'ils ont acquises et au nom également et aussi au titre de citoyens ou de citoyennes. Et donc dans ce livre, il s'agissait aussi finalement de jeter des passerelles entre ces différents mondes scientifiques. Parce que là encore, les sciences sociales se sont constituées en se détachant des sciences dites de la nature, entre guillemets. Mais aujourd'hui, les sciences sociales sont interpellées parce que expliquer les faits sociaux par des faits sociaux, bon, c'est important, c'est très très riche. On a produit beaucoup de connaissances comme ça, mais désormais, les sciences sociales sont interpellées aussi parce que on leur dit finalement, mais alors qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que les sciences sociales font du reste du vivant, du vivant qui englobe les sociétés humaines. Et donc, d'où l'intérêt aussi de ce dialogue qu'on essaie de nouer dans ce livre, dans cet ouvrage, entre les sciences sociales et les sciences du vivant. Peut-être aussi parce que les sciences servent de socle finalement aussi pour élaborer derrière comme guide des politiques publiques. Oui, absolument. En fait, on ne peut pas définir un projet politique si on n'a pas d'abord mené des analyses rigoureuses qui permettent d'identifier les processus destructeurs et d'identifier les rapports de domination. Donc, la science et la politique sont totalement complémentaires. D'autant qu'on a besoin aussi, parce que quand on parle d'écologie, on est souvent là dans les sciences du vivant d'abord, mais ce qu'on observe aussi, c'est que finalement, on ne peut pas se passer des sciences humaines pour comprendre, par exemple, pour appréhender les conséquences finalement sur les sociétés humaines. On le voit par exemple avec le cas de l'eau, où c'est très bien démontré, expliqué dans le livre, avec une contribution qui montre justement, par exemple, qui interroge la question de la guerre de l'eau, en disant peut-être qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas qui interroge ce point de vue. On voit vraiment l'importance là des sciences humaines. Oui, tout à fait. C'est un ouvrage, si vous voulez. Là, je pense que sous ce rapport, c'est relativement inédit, qui rassemble des climatologues, des hydrologues, des biologistes, des physiciens, beaucoup de physiciens, et puis aussi des sociologues, des historiens, des géographes, des urbanistes. Et donc, on n'a pas l'habitude de ce dialogue-là entre scientifiques.
Alors, on n'est pas non plus, comment dire, totalement naïf, c'est-à-dire qu'on sait bien que les énoncés scientifiques ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des énoncés qui sont vrais, si on veut, jusqu'à preuve du contraire. Mais comme ces énoncés sont produits dans des champs scientifiques, qui sont soumis à un débat rationnel, qui sont soumis à la critique, ils ont un degré de vraisemblance plus important, si on veut, que les énoncés ordinaires, quoi. Et à ce titre, on pense, nous, que dans le contexte actuel, c'est fondamental de partager ces connaissances, faire en sorte qu'elles soient démocratisées, appropriées par le plus grand nombre. Alors certes, pour orienter les politiques publiques, mais aussi pour que les citoyens s'emparent finalement de toutes ces grandes questions. Alors, peut-être une nuance à apporter, c'est-à-dire que diffuser ces connaissances et savoirs scientifiques, les vulgariser, ça ne veut pas dire pour autant que c'est le seul type de connaissance qui est digne et valide. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans le domaine de l'écologie, beaucoup de savoirs pratiques, de savoirs populaires, si on veut. La connaissance, par exemple, du milieu, enfin du rythme des saisons, de plein de choses en fait que les gens, dans leur expérience et dans les connaissances qui sont transmises, en fait, ont en eux. Ce type de connaissance a aussi sa validité et a aussi sa dignité. Donc tout l'enjeu, c'est en fait d'arriver à diffuser les connaissances scientifiques sans disqualifier les autres, mais en les articulant au contraire, ensemble. On peut lire que finalement, toutes ces rencontres, tous ces acteurs, toutes ces discussions, elles peuvent aussi constituer un foyer de résistance et de contre-pouvoir pour une écologie populaire. Mais vous avez abordé toutes les problématiques, finalement, quasiment toutes les problématiques écologiques, que ça va de l'agriculture au nucléaire, en passant par les énergies fossiles et les espèces invasives. Du coup, la question que je me pose, c'est cet état des lieux. Est-ce que son objectif, finalement, parce que vous parlez de foyer de résistance et de contre-pouvoir, son objectif serait de nous amener vers une vision politique. On a besoin d'en voir tous les aspects pour y répondre. Et donc finalement, c'est un livre très politique qui cherche à construire aussi un projet. Alors c'est un livre très politique pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on n'a plus le choix. Enfin, voilà, je pense qu'on est tous et toutes gagnés par une éco-anxiété qui est de plus en plus présente. Et qui ne doit pas être démobilisatrice, justement. Cette éco-anxiété, largement partagée, doit nous amener à construire ensemble un projet. Voilà, on ne peut pas chacun rester dans son coin comme ça. Parce que la catastrophe écologique est un sujet politique. La catastrophe écologique est un sujet politique, puisque justement, ce que montre l'ouvrage, c'est qu'on peut identifier différents processus sociaux, différents processus économiques, on peut identifier des responsables de ces catastrophes écologiques, et donc un moyen de les endiguer. Alors, malheureusement, il y a des effets d'emballement. Je ne sais pas si on arrivera à les arrêter totalement, mais un moyen de les endiguer, de minimiser, de réduire les catastrophes en cours, c'est de lutter collectivement. Et donc, bien sûr que cet ouvrage est politique. C'est aussi une critique très acerbe de la politique française. De la politique telle qu'elle est conduite aujourd'hui, oui, bien sûr. On a une vision sans doute assez fausse de ce que c'est qu'un État. Il faudrait voir l'État comme un endroit où il y a aussi une dimension sociale. Il y a un État social, ça existe, même si aujourd'hui il est menacé. Mais un État, c'est aussi un lieu souvent de coordination de toute une série de dominations. Dans chaque secteur de l'État, en France, vous avez des intérêts dominants qui influencent beaucoup les politiques publiques. Si on pense par exemple à la politique agricole en France, elle est très directement influencée depuis longtemps par le complexe agro-industriel. Si on pense à la politique énergétique, elle est très directement influencée depuis longtemps par le lobby nucléaire. Si on pense à la politique des transports, elle est très directement influencée depuis longtemps par les lobbies autoroutiers et l'automobile. Et donc, si on veut faire une politique écologique, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron au contraire, est une politique très, très complaisante avec tous ces intérêts de lobbyistes, de groupes de pression. Eh bien, il faut aussi tisser des alliances, par exemple avec la petite paysannerie, avec plein de secteurs sociaux, qui permettent aussi d'affronter ces intérêts dominants. Dire que chacun et chacune doit s'emparer de la question écologique ne veut pas dire que chacun et chacune a la même capacité à renverser les processus en cours. Et bien entendu, l'État a un rôle essentiel à jouer. Et même si on voit qu'il y a des mouvements, des questions qui traversent, par exemple, un ensemble de fonctionnaires aujourd'hui qui s'interrogent sur comment agir au sein de l'État, bien sûr, il y a des choses qui sont en train de se produire, mais on apparaît tellement en retard à côté de ce qui est en train de se passer qu'on espère faire bouger les lignes un peu plus activement. Et si justement les causes sont structurelles, les solutions, elles, également sont structurantes, c'est également la question de la planification qu'il faut poser aujourd'hui.
En conclusion de l'ouvrage, si on a esquissé plusieurs orientations possibles. Non pas, qui ne sont pas les nôtres spécifiquement, c'est plutôt celles qui émergeaient à travers cette pluralité d'interventions. Parce que ce livre n'est pas un livre qui défend une ligne unique et totalement homogène. C'est plutôt un espace de débat, à la fois intellectuel et politique, qui est émergent aujourd'hui. Et donc, parmi les pistes pour s'en sortir, si on veut, les auteurs et les autrices vont développer à peu près 4 points de vue. Il y a un premier point de vue aujourd'hui qui met beaucoup l'accent sur le fait qu'il faut transformer très profondément nos représentations, c'est notre façon de voir le vivant non humain, si vous voulez. Et là-dessus, on a beaucoup à apprendre, sans doute aussi des peuples autochtones. Vous dites qu'il faut transformer les rapports entre humains et non humains, en fait. Oui, et y compris dans notre sensibilité, si vous voulez, dans la façon de vivre avec les existants non humains. Il y a une deuxième perspective qui était celle développée par beaucoup d'auteurs aussi, qui est plutôt celle, si vous voulez, de décroître, démétalliser, dénumériser. L'idée qu'il faut réduire de manière très très rapide, générale, l'empreinte écologique qui est la nôtre, mais le faire d'une manière qui soit socialement acceptable. C'est la question de la sobriété. Oui, une sobriété, mais une sobriété qui soit, si on veut, juste. Liée à la répartition des richesses. Absolument, liée à la répartition des richesses. Puis il y a une troisième piste qui est plus celle du coup de la socialisation, de la planification. Donc bon, là, il y a en creux, c'est l'idée de dire aussi que si on veut réorienter profondément le mode de production dominant, parce que c'est bien une sorte de révolution écologique qu'il faut mener à bien aujourd'hui, il faut aussi revoir les formes de propriété, sans doute privilégier des formes de propriété collective, coopérative, différentes formes de socialisation. Et puis, quatrième stratégie, si on veut, aujourd'hui dans la mouvance écologiste, il y a aussi des franges, aujourd'hui, de plus en plus actives, de plus en plus nombreuses, qui préconisent plutôt une intervention en dehors de l'État, sous la forme de l'auto-organisation, sous la forme des ZAD, et on voit se développer, et on comprend bien les raisons, c'est aussi légitime, des formes de désobéissance civile, voire même aujourd'hui de sabotage. Alors, notre point de vue, c'est que ces 4 manières d'envisager la politique, une politique écologique, ne sont pas nécessairement incompatibles entre elles. Ce livre aussi essaie en tout cas d'œuvrer pour que ces manières d'agir et ces manières de lutter puissent se compléter. Oui, parce que je reviens sur la question de la planification, mais finalement, il y en a déjà aujourd'hui de la planification. Il y a même un haut commissariat à la planification. Et de la planification, il y en a eu beaucoup après la Seconde Guerre. Vous parlez de socialisation, justement, c'est peut-être en rupture avec ces planifications-là, parce que peut-être il y a des critiques aujourd'hui qui émergent, on le voit à gauche, sur le fait de planifier, mais sans remettre en cause la question de la propriété privée. Oui, une véritable planification écologique, elle devrait d'abord être élaborée de la manière la plus démocratique qui soit. Il faudrait aussi que toutes ces grandes questions soient débattues à la base, si on veut, et qu'on y associe les collectivités locales, les citoyens, mais aussi le monde du travail. J'ai fait un papier dans le livre sur la place du syndicalisme dans la bifurcation écologique. Je pense qu'on l'ignore trop souvent, mais on ne fera pas de bifurcation écologique sans le monde du travail. Vous dites que le mouvement ouvrier, le syndicalisme doit s'emparer de ces sujets pour transformer le travail et les modes de production. Absolument, il doit faire sa mue écologique, c'est-à-dire qu'il y a un syndicat en France qui l'a fait, mais qui est un syndicat plutôt de petits producteurs indépendants, c'est la Confédération paysanne, mais le syndicalisme des salariés doit aussi bouger, c'est qu'il doit aussi prendre en charge la question de qu'est-ce qu'on produit, avec quel impact sur l'environnement, et pour répondre à quel type de besoins. Le collectif Plus Jamais Ça, c'est peut-être un petit peu en route. Oui, tout à fait. Il y a des avancées en ce sens, c'est vrai. Et puis une planification écologique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que elle devrait aussi nécessairement se confronter aussi à des intérêts dominants. Ça ne peut pas être simplement une planification où on compose avec tous ces grands intérêts aujourd'hui, ces grandes forces qui sont en train de détruire le vivant. Il y a une part de volontarisme qui serait ici indispensable, y compris en assumant la part de conflictualité qu'il faut avoir vis-à-vis de ces grands groupes qui sont écocides. Effectivement, la planification, le gouvernement s'est aujourd'hui emparé de la question de la planification, mais la planification écologique sans rupture dans le système économique, si vraiment il n'y a pas ce que Philippe appelle, ce qu'on appelle la bifurcation, mais une volonté aussi de décroître et de
diminuer les inégalités, ça n'a pas de sens. Tout le monde peut parler planification, mais on n'y met pas forcément le même projet politique derrière. D'où le fait qu'on parlait par exemple de la réforme des retraites en début d'interview, finalement. On est dans ce modèle-là. Vous avez aussi parlé de démocratie, de planification avec de la démocratie, mais vous écrivez dans votre conclusion qu'il faut l'émergence d'une démocratie écologique ou écologiser la démocratie. Alors, je ne voyais pas forcément très bien la différence entre les deux, ou enfin, peut-être que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ça signifie. L'idée d'écologiser la démocratie, c'est bien comprendre justement cette question des interdépendances, c'est-à-dire comprendre que nos décisions et nos systèmes sociaux et politiques sont interdépendants avec ce qu'on peut appeler les systèmes naturels, les écosystèmes, les temporalités du vivant et l'urgence écologique. Et donc, c'est bien l'idée aussi de se dire que on ne peut pas prendre uniquement les décisions entre humains avec des intérêts strictement humains. Écologiser la démocratie, ça veut dire aussi prendre des décisions en protégeant les écosystèmes, en reconnaissant aux vivants non humains une valeur d'existence et en modifiant les temporalités de la décision. Et donc aujourd'hui, on a une forme d'inertie dans la décision face à une urgence écologique très forte. Et on est également confronté à cette urgence écologique, mais on doit aussi prendre en compte le temps long de l'histoire du vivant et le temps long des dégradations environnementales. On parlait tout à l'heure de l'affaire du chlordécone. Il y a des pollutions dans les sols aujourd'hui qu'on n'arrive pas à effacer, si je puis dire, et avec lesquelles on va devoir vivre pendant des siècles et des centaines d'années, en fait. Et donc ça, c'est agir collectivement et la façon avec un dialogue le plus ouvert possible, mais en prenant en compte toutes ces dimensions et pas uniquement les intérêts anthropocentrés. Et justement, par rapport à ça, parce que vous dites qu'il faut transformer les rapports entre humains et non humains. Vous dites qu'il faut transformer le travail. Finalement, en fait, il faut tout transformer. Il faut même transformer notre rapport à la science, à la façon dont on fait rencontrer les différentes disciplines scientifiques, etc. Et justement, pour conclure par rapport à ça, en fait, il s'agit aussi de transformer les imaginaires. C'est ce que vous dites dans la conclusion de votre livre. Il y a un des auteurs, Stéphane Lavignotte, qui écrit des imaginaires et des modes de vie super intersectionnels. Mais alors, comment on fait ? Comment ça se passe ? Comment changer ces imaginaires ? Il change déjà, c'est qu'il y a de grandes transformations aujourd'hui dans la société, notamment parmi les jeunes générations, en fait. Et il y a aussi un débat intellectuel qui est passionnant. L'anthropologie, celle de Philippe Descola, par exemple, nous a apporté beaucoup dans la discussion, parce que c'est vrai qu'on était souvent enfermés dans une pensée très ancienne en Europe, en fait, sur l'idée qu'il y avait comme ça une partition entre ce qu'on appelait la nature et puis de l'autre côté les sociétés humaines, la culture, qui avait vocation à surplomber, à dominer, qui était censée être de la nature, absolument, qui était censée être au sommet d'une supposée hiérarchie du vivant. Et donc tout ça aujourd'hui est profondément remis en cause. Vous parlez d'ailleurs des peuples autochtones dans l'ouvrage. Oui, dont on a aussi beaucoup à apprendre. Mais on a aussi beaucoup à apprendre de plein de gens dans la société française. Je veux dire que les rapports aux vivants non humains sont aussi multiples. Et y compris dans la petite paysannerie, y compris chez des gens qui sont des naturalistes, ils ont aussi une connaissance très importante. Alors là où on fait une tentative qui est un petit peu audacieuse, si on veut, c'est qu'on dit, il faut à la fois, si vous voulez, s'ouvrir aux non-humains, remettre en cause justement cette amputation de la sensibilité à la nature, mais en même temps, tout en évitant des formes d'ethnocentrisme social. Je vais prendre un exemple un peu provocateur. C'est l'exemple de la chasse. Alors, c'est un débat qu'on n'a pas complètement abordé dans le livre, si vous voulez. Mais paradoxalement, il peut y avoir, au moins chez une frange de la petite chasse paysanne, etc., il peut y avoir des gens qui, paradoxalement, ont une très grande sensibilité et une très grande connaissance, en fait, du vivant non humain, si on veut. Et ces personnes sont parfois stigmatisées du fait, stigmatisées par des groupes sociaux plus cultivés, entre guillemets, plus diplômés, plus urbains, qui auront tendance à projeter sur ces petits chasseurs des formes de mépris social. Et donc toute la difficulté, si vous voulez, c'est justement de prendre en compte aussi toute cette diversité et de bien ne pas indignifier les personnes. Voir la pluralité des expériences et la pluralité des manières d'être. Vous parlez de changement des imaginaires.
je pense aussi que le changement des imaginaires est déjà en cours. Et je reste bluffée quand je vois les étudiants et les étudiantes à qui j'enseigne, quand je vois en fait que ils sont ils et elles sont beaucoup plus avancés que nous. Et ce changement d'imaginaire, ils l'ont profondément intériorisé. Et je crois beaucoup aussi dans le fait que voilà, les générations qui viennent, qui ont beaucoup mieux compris, je pense, que beaucoup d'autres, les catastrophes et la nécessité de changer, voilà, qu'elles porteront aussi ce changement. Ça va assez vite? Parce que la catastrophe, elle est déjà en cours. La catastrophe est déjà en cours, certes, mais on n'a pas d'autre choix que de rester mobilisés et de faire chacun et chacune du mieux possible. Ce qui est clair, c'est que les politiques publiques ne vont pas assez vite. Ça, on est bien d'accord. On l'a dit, hein, les dévastations sont multiples, elles interagissent entre elles, elles s'amplifient mutuellement. Et elle s'accélère aujourd'hui. Et le livre commence par un très beau texte de Jean Jouzel, le climatologue, sur l'urgence d'agir, où il explique comment, avec beaucoup de travail, beaucoup de conviction, les scientifiques du GIEC sont parvenus à convaincre les gouvernements des enjeux, en tout cas les éclairer. Mais l'action publique, globalement, n'a pas suivi. Et donc, face aux crises auxquelles on est confronté, penser, si vous voulez, mettre tous ces espoirs dans une forme simplement de conversion spirituelle du plus grand nombre, je crois que ça serait pas raisonnable, en fait. C'est que cette évolution des manières de penser, des représentations est indispensable. Elle est déjà en cours, Clémence le disait. Mais il faut aussi, sans doute, assumer l'action aujourd'hui, y compris l'action qui paralyse, en tout cas, les forces qui aujourd'hui sont en train de détruire le vivant, en fait. Donc il y a aussi une place aujourd'hui, dans ce livre, très importante, qui est donnée aux gens qui sont vraiment dans l'action. Il y a plusieurs animateurs, animatrices d'ONG qui expliquent leur manière aussi de lutter. Vous parlez de Jean Jouzel, justement, qui était un scientifique membre du GIEC. Le GIEC qui a alerté les gouvernements, qui a alerté notamment les présidences françaises. Et pourtant, ça n'a pas empêché le président de la République de poser la question qui aurait pu prédire la crise qu'on est en train de vivre. Je vous remercie, Clémence Guimand, Philippe Boursier. Je le rappelle, vous avez écrit ce livre, Écologie, le vivant et le social. Merci d'être venu sur le plateau du Média. Je le rappelle pour ceux qui nous regardent et peut-être voudraient plutôt nous écouter. Ces entretiens sont également disponibles sous forme de podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet, lemediatv.fr, et retrouver tous les contenus produits par le Média. N'hésitez pas non plus à nous liker, à nous partager, à commenter nos publications. Ça nous aide énormément et on lit très attentivement tout ce que vous dites. Encore merci. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.